Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je veux remercier l'équipe du Secure pour avoir accepté ma présence. Ça me fait super plaisir de faire ça. Écoutez, aujourd'hui, j'avais envie de faire un croisement entre la psychologie puis la cybersécurité. Fait que ça va être très orienté sur l'humain. On va faire plein de références évidemment à la cybersécurité, mais mon parcours, puis en tout cas, on va dire l'année 2023 m'a beaucoup amené là. C'est cool parce qu'on parle beaucoup de ça, je trouve, depuis au moins hier le podcast Humiliation cyber avec Franck tantôt, qui était délicieux d'ailleurs. Fait que je pense que vous allez faire beaucoup de liens avec ce que je vais parler. Commençons. Fait que, origine de cette présentation, beaucoup de choses, en fait, beaucoup de réflexions parce que je m'en pose beaucoup. C'est particulièrement caractérisé par l'année 2023. Il est arrivé plusieurs choses. On va dire que j'ai pas mal atteint ma capacité de, on va dire, charge mentale, ce qui a fait que j'ai un peu commencé à avoir des signes physiques de fatigue, dont une crise d'anxiété qui a été un peu pas souhaitable. Fait que ce genre d'événement-là m'a mené à faire des recherches pour, tu sais, comment être la meilleure version de soi-même, puis se développer. Fait que c'est un peu le fruit tu sais, de mes recherches, dans le fond. Je ne suis pas un psychologue, vraiment pas, mais j'ai fait beaucoup de recherches, puis mon but aujourd'hui, c'est de partager des réflexions, des recherches. Puis si ça peut aider quelqu'un, ben tant mieux. Sinon, c'est ça, ben, j'ai mon parcours 2023, tu sais, beaucoup de vacances pour me rendre compte que, en fait, j'ai visité la France pendant un mois, ça m'a relaxé énormément pour me rendre compte que je vivais du stress un petit peu de façon permanente, pour me rendre compte que bien que j'aimais beaucoup mon boss, mes collègues, mes employés, en fait, j'ai essayé ma job. Fait que, fait que j'ai quitté, puis j'ai pris un sabbatique qui était formidable. Puis là, je suis en démarrage d'entreprise pour faire quelque chose de super intéressant. Puis là, en fait, je vis ma best life. Fait que c'est le but, c'est un peu de partager certains ingrédients de ça. Ordre du jour. On va parler de fatigue décisionnelle. J'ai vraiment halluciné sur la richesse du sujet au niveau des papers qui existent sur Internet. Ces deux concepts, la fatigue et la prise de décision mis ensemble, on va décortiquer ça ensemble. Puis sinon, l'application à la sécurité, on va parler des vulnérabilités, des alertes, puis faire une petite conclusion. Puis ça va être tout en délicatesse. Fait que, en effet, c'est le début d'une grande aventure. Je suis pas en entreprise qui s'appelle Cybersécurité Corsec, une entreprise avec Florent Lalégérie, monsieur juste là, où on va faire des services vraiment de sécurité offensive, Purple Team, Pentest, Red Team, aider des entreprises avec leur programme de sécurité offensive. Ça devrait être vraiment cool. Je me suis donné un cadeau de vie. À main levée, il y en a-tu qui ont déjà pris des sabbatiques? Il n'y a aucune. Ah, il y en a 4. Ça a été long, mais c'est correct. 4 mains. Vivre un sabbatique, c'est comme moi, ça a été vivre 73 samedis de suite. C'est vraiment extraordinaire. Si jamais il y en a qui l'ont jamais vécu, je le recommande. Je ne veux pas nécessairement créer une vague de départ, mais genre, la vie mérite d'être vécue, fait que amusez-vous. Sinon, dans mon ancienne vie, j'étais directeur de sécurité offensive et simulation d'adversaire. J'ai géré une équipe de 30 hackers, puis ça m'a super rendu fier. Puis j'aime beaucoup ce domaine-là, puis c'est pour ça que j'ai décidé de continuer dans ce domaine-là. C'est quoi la fatigue décisionnelle? Il y a une définition wiki, il y a une page wiki, puis il y a des tonnes de références en bas. C'est beaucoup ça qui a inspiré mes différentes slides. La fatigue décisionnelle, ça désigne la détérioration de la qualité des décisions prises par un individu après une longue session de prise de décision ou au fur et à mesure que la journée avance. Ça sous-entend volume de décision, mais ça sous-entend aussi longueur. Ce que la définition ne dit pas, c'est qu'il y a aussi l'aspect complexité des décisions qui peut jouer un rôle vraiment important. Mais ça, on va le voir tantôt. Ces deux concepts, c'est la fatigue mentale, pas réellement la fatigue physique a plus ou moins rapport là-dedans, puis la prise de décision. On va juste creuser les deux concepts parce que je trouve ça vraiment intéressant. La fatigue. Fait que la fatigue décisionnelle, c'est un état où ce que nos décisions sont altérées. Ça se positionne dans une fatigue plus, on va dire, mentale, où ce que c'est les performances cognitives qui sont diminuées. Puis ça s'intègre dans un état de fatigue global. Mais ce qui est super important, le mot-clé ici, c'est un état. C'est un état qui est généralement temporaire
euh, quand on parle de fatigue chronique, c'est là qu'on va parler de dépression puis de burn-out, mais le mot fatigue ne veut pas du tout dire long terme nécessairement. Fait que c'est des états, peut-être dans la journée, dans une semaine, où ce que, nos capacités sont vraiment réduites. La fatigue décisionnelle, c'est le résultat d'un concept super intéressant, légèrement controversé, mais quand même, pour l'imager, je vais utiliser le mot batterie d'énergie. En gros, c'est le résultat de ce qu'on appelle l'épuisement du moi ou le ego depletion en anglais. Ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait une batterie à volonté, puis que plus on l'utilise, bien, plus elle se vide, puis qu'à un moment donné, il faut un peu relâcher, si on veut. Le concept est un peu controversé, mais c'est que ça reste la meilleure façon de vulgariser. C'est pour ça que j'ai adopté le mot batterie à volonté. C'est quoi qu'on fait avec une batterie à volonté? On l'utiliserait pour tous les choix qu'on fait dans une journée. S'habiller, dire non si on prend un régime, choisir quoi manger, dire merci, ça demande la volonté, aller s'entraîner, surtout si on est un peu fragile et qu'on ne veut pas commencer, attendre son tour, faire la file, choisir ses investissements, engager un candidat, résister à une remarque offensante, aller à des rencontres inutiles, ça va toujours être fatigant. Fait que c'est vraiment large, puis c'est interconnecté entre le travail et la vie personnelle. Les conséquences d'avoir une batterie à volonté vide, ben, on a pu, en anglais, c'est le auto-regulation, mais un mécanisme de maîtrise de soi. En gros, c'est que normalement, quand on vit une situation, on va filtrer avant de vivre des émotions. Puis là, quand on est dans un état de réduction de la maîtrise de soi, bien, notre filtre est très réduit. Fait qu'on a de la difficulté à réguler nos émotions, nos pensées, nos comportements. C'est là qu'on se met à faire des conneries. La réduction de la culpabilité, fait qu'on a de la difficulté à faire des liens avec le passé, c'est ça. Puis ça nous amène à la fatigue décisionnelle, qui, elle, a plein de conséquences, comme la réduction de la capacité à faire des compromis. On va faire de l'évitement de décision, on va faire des achats impulsifs, raccourcis mentaux, biais cognitifs que Franck a très bien vulgarisé ce matin. Conflit, regret décisionnel, bref, ça chie bien raide, puis il ne faut pas aller dans cet état-là. C'est quoi la prise de décision? Ben, c'est de faire des choix. Ce qui est intéressant, c'est que c'est fortement influencé par notre chaîne de référence. Fait que ça, c'est la chaîne de référence, un peu la lunette dans laquelle on voit la vie, basée sur toutes nos expériences passées, perspectives, éducation, valeurs, religion, culture, tout ça. Toute finalement, notre réseau de neurones, de la façon que c'est construit en vieillissant. Fait que les décisions vont être fortement influencées par ça. Puis supposément, là, les chiffres en tant que tels, c'est pas tant important, c'est dur à prouver, mais il y a des gens qui disent, en fait, il y a des papers qui disaient un adulte moyen prendrait 35 000 décisions dans une journée. Mais le chiffre, comme je vous dis, c'est pas nécessairement hyper important. C'est-tu 25 000, 20 000? On s'en fout. L'idée, c'est que le chiffre est très gros. Puis, combiné à une autre stat, c'est ça que je trouve intéressant, il y en aurait 90 qui sont inconscientes. Fait qu'on prend des décisions conscientes, des décisions inconscientes. Puis cette personne-là qui a dit ça, c'est celle qui a écrit le livre juste à côté, une psychologue comportementaliste. Puis elle a dit quelque chose de vraiment intéressant qui m'a un peu jeté par terre. Si vous voulez vraiment toucher les gens, communiquer avec eux, ou si vous voulez les persuader, puis là, pensez vente, marketing, plein de sous-domaines connexes, vous devez trouver comment parler à la partie inconsciente de leur esprit. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, puis vous allez faire des liens avec les slides suivantes. Des exemples de la vie courante. Si on va à l'épicerie, il y a un phénomène qui s'appelle le Shopper's Decision Fatigue. En gros, si tu vas à la caisse, après une longue épicerie, à te poser plein de questions, prendre plein de décisions, lire les étiquettes, comparer des prix, te faire chier, ben tu vas faire des achats impulsifs. C'est connu, c'est des techniques de vente. Ils vont mettre plein de produits que tu as envie d'acheter, mais que normalement tu dirais non. Mais parce que ta batterie à volonté est vidée, tu vas faire des choses que tu n'es pas supposé faire. Fait que ça, c'est vraiment connu. Dans le monde des automobiles aussi, là, ils vont te bombarder d'options.
Tu choisis parmi 8 roues, 15 configurations, 34 couleurs d'auto. Tu arrives à la fin, ils te demandent hey, tu veux-tu une garantie prolongée? Puis comme tu as juste envie de t'en aller de là, tu vas dire oui. Exactement. Puis moi, personnellement, Netflix, c'est ma mort. Choisir un film, ça me prend plus de temps que la durée du film. Fait que je sais pas si je suis le seul, mais c'est vraiment pathétique. Surtout un vendredi après une grosse journée. Il y a des personnalités qui ont décidé de réduire leur code vestimentaire, leur linge, à un certain nombre pour pas avoir à se poser la question comment ils s'habillent le matin. Barack Obama, Steve Jobs, puis Mark Zuckerberg, ils sont tout le temps habillés pareil, puis c'est voulu, puis c'est pour justement réduire le nombre de décisions qu'ils prennent dans une journée. Il y a eu une étude, ça date de 2011, peut-être que vous l'avez déjà vu dans le passé, mais il y a eu une étude qui analysait 1100 décisions de la Commission des libérations conditionnelles, différentes sentences, il y en a vraiment des agressions, des fraudes, différentes durées, puis ils ont essayé de faire de la corrélation. Est-ce que les décisions sont prises basées sur la religion du prisonnier, sa sentence, la durée, ce qu'il a fait, comment il s'exprime. Puis la corrélation la plus forte qu'ils ont réussi à faire, c'est que le moment de la journée où ce que les juges prenaient la décision, ça avait un impact majeur sur les décisions. En gros, 70% des appels ils étaient acceptés si la décision était prise en début de journée, 65% après une pause, comme si les juges étaient plus cléments quand ils étaient plus zen, plus reposés, moins chargés mentalement, puis 10%, moins de 10% de ceux qui étaient tard la journée, ils n'avaient pas leur libération conditionnelle. C'est quand même spécial, c'est du judiciaire, c'est supposé être rigoureux, mais c'est des humains qui prennent des décisions, puis leur état de fatigue peut avoir un impact super important. Fait que c'est un état indésirable, mais il est inévitable. Si vous vous entraînez, si vous faites une tâche, puis vous vous donnez à fond, vous allez toujours atteindre cet état-là. Fait que l'important, c'est pas nécessairement de l'éviter, parce que si vous essayez de l'éviter, vous n'allez rien accomplir dans la vie. Mais l'important, c'est de comprendre ce phénomène-là, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mitiger les conséquences. Les causes, il y en a plus que 3, mais j'en ai mis 3 parce que je voulais garder ça simple pour aujourd'hui. Le nombre de décisions à prendre a un impact assez important, que ce soit une source interne ou externe. Donc, une décision qui vient de soi, une décision qui doit être prise parce qu'il y a un facteur externe, ça va être différent. C'est d'ailleurs plus facile de prendre une décision qui vient de soi que quelque chose qui vient de l'extérieur. Les imprévus. Il y a également la complexité de la décision qui joue un rôle vraiment important. Est-ce que l'information est claire? Ça a-t-il de l'impact sur soi? Y a-t-il un conflit de valeurs dans la décision? Est-ce que j'ai des croyances en jeu, etc.? Fait que ça, c'est un gros facteur. Puis le stress. Le stress, on en parle beaucoup, mais en même temps, on n'en parle pas beaucoup. Personnellement, la façon la plus intéressante de parler de stress, à mon avis, celle qui m'a le plus interpellé l'année passée, c'est qu'on m'a dit, tu sais, quand tu es stressé, en gros, ton cortex préfrontal il est désactivé. Fait que ça, c'est quoi ça fait dans la vie? Ta mémoire, ton contrôle cognitif à prendre des décisions, ta gestion des conflits, puis valeur de la récompense, c'est un autre concept. En gros, ça, tu l'as plus. Quand tu es stressé, tu n'es juste pas capable de penser, tu n'es juste pas capable de prendre des décisions. Puis ça va mener à des décisions beaucoup plus irrationnelles parce que justement, tu réfléchis plus dans le fond. Puis ça, tu sais, on vit tous des moments de stress, on travaille en sécurité, tu es sur un incident, il y a du stress, tu es un manager, il y a du stress, les livrables, les deadlines. Mais il faut être capable de dealer avec ça parce que si on prend des décisions importantes en moment de stress, il peut y avoir des grosses conséquences. On va faire des exemples de cybersécurité par rapport aux choix. Parce qu'on aime ça, faire des choix en cybersécurité. Si vous voulez choisir un framework de sécurité, il y en a une shit tonne. Le NIST, je pensais qu'il y avait juste le NIST 853. Ben non, il y en a une tonne. PCI, ISACA, ISO 27001, 2, selon le besoin. Fait que là, juste les experts comprennent ça. Mais les non-experts, eux autres, c'est du chinois. Mais là, on va aller plus loin. Il y a quelques produits de sécurité.
choisir là-dedans, c'est un pas pire mess. Vous voulez vous former, des jeunes qui sortent de l'école, « Hey, je vais aller faire de la cybersécurité. » OK, bien, voilà la liste de ce que tu peux faire. Il y a quelques options quand même. Fait que je vais faire deux petites études de cas. On va parler de vulnérabilité parce que, étant dans le domaine de la sécurité offensive, notre job, c'est de trouver des vulnérabilités. Puis quand on est dans ce mode-là, en fait, moi, je vais commencer par le début. C'est grandissant. Des vulnérabilités, il y en a de plus en plus, on en gère de plus en plus. Plus les entreprises sont matures et qu'ils les voient, plus ça leur coûte cher, plus qu'il faut qu'ils les gèrent. Le monsieur, madame, tout le monde, les CVE, les produits vulnérables, les chercheurs, il y en a de plus en plus. C'est une bonne chose, mais ça vient avec une dette, ça vient avec un travail d'adresser tout ça. Fait que ici, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue offensif, notre rôle, là, c'est de trouver des vulnérabilités. Okay? Quand on fait du pentest, là, on fait, c'est que ce soit des balayages de vulnérabilités, pentest externe, du Purple, du Red, les programmes de Bug Bounty. Les entreprises, là, surtout les grandes entreprises, là, on les flotte. Tiens, veux-tu de la vulnérabilité? Oui, le président. Ah ouais, telle équipe, toi, je t'aime pas, je vais te donner plus de vulnérabilité. C'est vraiment juste n'importe quoi. En fait, c'est pas n'importe quoi. On crée beaucoup de valeur. C'est important là, de faire ce travail-là. Ce que je veux amener comme point, c'est que si c'est pas bien structuré, vulgarisé, à l'autre bout, ce que ça fait, c'est que là, les équipes de défense pognent ça, puis ils sont floodés, puis ils savent plus quoi faire. Puis là, il y a plein de décisions de marde qui se prennent. Là, je pourrais peut-être plugger le Flipper Zero là-dedans pour faire un peu de... Mais en tout cas, peu importe. Fait que là, les équipes de défense reçoivent ça. Si c'est bien structuré, ça va. Si c'est structuré comme de la vidange, ben après, ben tout le beau travail qu'on a fait, on est tous fiers d'avoir trouvé des belles vulnérabilités. Ce qui va se passer, c'est que l'année prochaine, on va refaire le même pentest, puis on va trouver les mêmes vulnérabilités. Ça, c'est arrivé plusieurs fois, puis c'est juste assez démobilisant. Fait que là, on parlait de décision, fatigue décisionnelle. C'est super important. C'est le message, en gros, c'est structurer l'information puis bien la vulgariser. Si on est... Tout dépendant de la grosseur de l'entreprise, des fois, le mode va être centralisé, parce que là, c'est une équipe qui prend ça puis qui redispatche, qui, eux, vont reprioriser, etc. Mais si c'est une plus petite entreprise, ça risque d'être directement aux équipes affectées. Puis sinon, des questions à se poser, il y en a plein. C'est quoi le score CVSS? C'est quoi, si tu exposé à Internet? C'est quoi la criticité? Y a-t-il des correctifs? Y a-t-il une mitigation? Y a-t-il une preuve de concept disponible sur Internet? Puis ça, c'est des infos qui vont aider à prendre des décisions après. Est-ce qu'on corrige? Non, on accepte le risque? Oui, etc. Puis là, j'ai mis en bleu le score CVSS parce que c'est mon ami, le score CVSS. Le score CVSS, c'est extrêmement utilisé pour prioriser en ce moment. Puis je trouve pas... Je vais faire des références avec hier, on disait on n'a pas le tour pour convaincre. On se comprend, nous, dans la sphère de cybersécurité, mais on a de la difficulté à vulgariser. Puis un des problèmes, je trouve, c'est nos outils. C'est super bienveillant là, comme outil, le CVSS, pour calculer une vulnérabilité, la sévérité d'une vulnérabilité, mais en même temps, c'est maladroit. Parce qu'on disait tantôt, pour convaincre, il faut communiquer avec l'inconscient. Ça veut aussi dire pas lire des blobs de texte pour avoir à comprendre ce qu'il faut faire. Je vais donner 4 exemples de calculatrices CVSS, vous me donnerez votre avis. Ça, c'est la calculatrice du FIRST, qui sont les maintainers officiels du CVSS. Des petites couleurs vertes, un peu de gris, le High 8.3. Je vais vous donner 4 exemples que c'est les mêmes métriques, toutes 8.3. On va dire que c'est une injection SQL. Si, mettons, vous recevez ça, moi, personnellement, du vert, c'est rassurant, ça va, tu sais, c'est pas... ça doit pas être si grave. Le petit high 8.3, ça va, là, mais overall, OK. Ça, c'est celle du NIST. C'est du bleu. Puis, ils ont mis en haut 8.3 en vert, overall. Criticité vert, 8.3, ça doit pas être si peu que ça. Un autre que j'ai trouvé, eux, ils aimaient les lettres majuscules dans des ronds. Tu sais,
il faut décrypter, là. C'est pas évident, là. Tu peux juste être un expert pour comprendre ça. C'est ça que je déplore, en fait. La meilleure que j'ai trouvée, c'est ça. Ben encore là, il y a certains logos qui font aucun sens, mais tu sais, créer déjà des contrastes, créer de la genre de relativité, tu sais, entre des couleurs qui changent selon où ce que t'es. Déjà, le premier réflexe quand on regarde quelque chose comme ça, c'est un petit peu plus clair. Mais c'est pas encore à la hauteur de, je pense, que ce qu'on est capable de faire. Puis ça, ouais, je ne sais même pas c'est qui l'a fait. J'ai fait des recherches sur Internet, puis ça m'a donné ça. Mais tu sais, pour communiquer un message, puis vulgariser une sévérité, tu sais, on doit se prendre mieux que par des gros blocs de texte. Fait que, tu sais, quand on n'a pas le contrôle sur le volume, on a peut-être le contrôle sur la complexité. C'est un concept en management qu'on apprend, tu sais. On commence par du qualitatif, mais dès qu'on a trop de volume, ça doit virer vers du quantitatif, des chiffres, transformer du texte en chiffres. On n'a vraiment pas le choix. Fait qu'avec, tu sais, le phénomène des vulnérabilités qui grandit, je pense qu'il faut que ce soit plus clair, la façon qu'on voit ça. Fait que, tu sais, les équipes de sécurité offensive, on a des devoirs de vulgariser, adapter le langage, connecter des vulnérabilités à des menaces, à des risques, prévoir les questions de priorisation, on les connaît. Là. Les gens vont challenger, les gens vont se poser des questions. Si les rapports ont déjà l'information prévue, on les aide à prendre une décision plus éclairée, plus rapidement. Les gens de défense, ceux qui reçoivent ça, ils doivent accueillir les mauvaises nouvelles. C'est pas la faute des pentesters si on trouve des vulnérabilités. C'est un petit peu plus la faute de ceux qui les ont insérés en production. Des erreurs, l'erreur humaine, c'est correct. Sauf que quand on trouve des vulnérabilités, il faut les corriger. Puis, en fait, toutes les vulnérabilités qui sont prévenues, ils n'ont pas à être gérées. Si tu actives le patch automatique, tu n'auras pas de CVE à gérer, tu n'auras pas de KB à installer sur ton Windows. Fait que ça, c'est un petit peu la base. Les alertes de sécurité, ça, c'est un autre truc intéressant. En fait, c'est exactement de ça que vient l'idée de cette présentation. Quand on a fait du Purple Team, on parlait beaucoup du Alert Fatigue, qui était super intéressant, qui est en gros un truc très surveillé dans les SOC pour pas que les analystes qui sont floodés d'alertes prennent des mauvaises décisions, qui pensent par exemple qu'une alerte n'est pas vraiment une vraie attaque qui se passe en ce moment. Fait que la fatigue d'alerte, ou le alert fatigue en anglais, c'est un état où les travailleurs deviennent insensibilisés aux alertes, par conséquent, ignorent ou ne réagissent pas de façon appropriée à ces avertissements. C'est beaucoup plus large, ce n'est pas seulement en cybersécurité, c'est aussi dans le domaine hospitalier, minier, partout où il y a des alertes, des événements, c'est quelque chose qui est surveillé, il faut faire super attention. Fait que l'idée, c'est que plus on reçoit de télémétrie, plus on est susceptible de soulever des alertes. Des incidents, il y en a de toutes les sortes. Il y a des attaques légitimes, qu'on va appeler des vrais positifs. Des attaques illégitimes, des faux positifs. Fait qu'on ne veut absolument pas avoir trop de faux positifs. Sinon, ça met les gens dans une situation où ils reçoivent l'alerte, sont notifiés, ils sont actifs, mais finalement, il n'y a rien à faire. Il y a énormément de bruit causé par des tests de sécurité en entreprise. Fait que, surtout quand il y a du gros volume, c'est important de tout rendre ça simple. Je prends le temps de le dire parce que j'ai déjà vu en entreprise des pentesters qui voulaient tester que l'équipe de défense était bien réveillée. Non, c'est pas le but d'un pentest. C'est vraiment pas le but. Tu crées du noise, tu nuis. Fait que c'est quand même, c'est ça. Différentes sources de notification, plein d'outils, puis, OK, c'est ça. Les causes du alert fatigue, beaucoup de faux positifs, on en a parlé. Complexité de système, manque de contexte, vraiment, tu reçois une alerte, tu n'as pas l'info nécessaire pour prendre une décision, ça peut vraiment nuire. Des processus mal définis, on va souvent parler de playbook, quelque chose qu'on est capable de peaufiner par des exercices ou du Purple Team. Processus mal défini, ça peut être gênant. Le manque de ressources, parce que plus on bâtit de la sécurité, à un moment donné, plus ça prend des gens pour les gérer, ces alertes-là, puis prendre action.
Puis, peaufinage inadéquat des alertes, c'est vraiment les contrôles de sécurité. C'est très rare que ça marche, on installe un outil puis il fonctionne du premier coup. Il faut le peaufiner, il faut l'ajuster à son organisation. Le plug and pray, c'est vraiment pas l'idéal. Les conséquences, faux sentiment de sécurité, retarder la réponse, puis démobiliser les ressources, c'est super frustrant. Les gens ont besoin de sentir qu'ils sont compétents dans ce qu'ils font puis qu'ils créent de la valeur. Si c'est que des faux positifs qui gèrent, ben ça devient super chiant pour un analyste SOC. Fait que moi, je suis un grand fan de la collaboration, puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans ma dernière vie. Collaborer avec les équipes de défense, c'est vraiment super important. Un pentest, ça ne teste pas la réponse aux incidents. Juste des trucs comme annoncer le début d'un test, ça a l'air vraiment niaiseux, mais ça peut donner du contexte puis faire en sorte que les analystes SOC ne vont pas travailler un vendredi soir. Là, juste à cause de ça, il n'y a rien de pire que partir d'une cellule d'incident, penser que OK, on va protéger la business. Ah, finalement, c'est un pentest. Ça rend les gens vraiment fous. Fait que puis pour les équipes de défense, ma petite recommandation, c'est le plug and play, ça ne marche pas. Faire des tests. Il y a différentes façons de faire des tests. Il n'y a pas seulement le Purple Team. C'est sûr que je suis un grand fan, puis ça a tellement créé de valeur dans le passé que je le promouvois aujourd'hui. Mais juste être conscient de ce qu'on installe, de le tester, c'est extrêmement valuable. Déjà, les conclusions, c'était rapide. En fait, j'avais envie de garder ça super simple. Je vous donne des pistes de réflexion plus sur le plan humain, puis au pire, on aura plus de temps pour les questions, puis ce sera comme ça. Prioriser ses décisions. Prendre le temps, en fait, être conscient de son état de fatigue, donc s'écouter, c'est le premier truc, puis de se poser la question, c'est quand que je prends des décisions, c'est plus important. Des fois, on est un peu excité, puis vendredi après-midi, il se passe des trucs, puis là, on se dit, hey, on va faire des affaires de même. C'est pas nécessairement le meilleur timing pour prendre une décision. Fait que, tu sais, faire un horaire en fonction de cette connaissance-là, ça peut être vraiment bénéfique. Suivre un processus de prise de décision. Jeff Bezos, CEO d'Amazon, il avait fait une lettre à un moment donné, puis il parlait de 2 types de décisions. Je trouvais ça super cool. Je vous le partage. En gros, les décisions type 1, c'est les décisions irréversibles. Les décisions type 2, c'est les plus petites décisions qui sont réversibles. Fait que, tu sais, les décisions de type 1 sont tout le temps prises d'une certaine façon avec beaucoup d'informations, beaucoup de mémos, beaucoup de rencontres. Puis décision type 2, ben là, c'est déléguer un peu plus vers des niveaux plus bas. Sinon, ben, il y a des frameworks sur Internet, je ne voulais pas trop en recommander. Je ne suis pas exemplaire encore sur suivre un framework. Je trouve ça un petit peu élevé. Planifier. Donc, juste le fait, moi, je ne suis pas un fan de faire des plans. En fait, quand je fais un plan, je ne le respecte pas. Fait que faire un plan, par contre, juste l'action de faire un plan, même si tu ne le respectes pas, ça enlève de l'anxiété, ça enlève de l'inconnu, puis ça te permet de un peu plus guider tes choix. Puis en fait, tu prends moins de micro-décisions. Fait que faire un plan, c'est bon. Fait, tu sais, aussi simple que tu sais quand tu vas t'entraîner, mettons, telle journée, c'est-tu le matin, l'après-midi, ce genre de décisions-là, tu peux les prendre la veille, ça te fait moins de décisions à prendre le jour J. Il y a plein d'études qui parlent du rire. En fait, rire puis avoir être de bonne humeur, ça augmente la longévité. Il y a des études qui travaillent là-dessus à démontrer ça. Puis, ça aurait l'effet de pouvoir un peu resetter, si on veut, la batterie d'énergie. Fait que rapidement, vous êtes capable de reprendre l'énergie de volonté pour prendre des décisions puis faire plein d'actions dans votre journée. Fait que, avoir du fun, d'après moi, même, c'est ça qui explique que des équipes soudées, qui sont super heureux puis qui s'entendent bien, tolèrent des environnements toxiques. C'est, à mon avis, la raison principale pourquoi il y en a qui tolèrent ça puis qui restent là. Je vous partage une ressource que j'ai audio bookée, que j'ai vraiment aimée. Atomic Habits,
Les habitudes, c'est l'intérêt composé du développement personnel. Je trouvais ça incroyable. Puis un des liens que je voulais faire avec ce qu'on a dit, c'est que créer des habitudes, ça réduit le nombre de petites décisions. Puis en fait, ça revient à dire qu'on déplace, qu'on transfère des décisions conscientes vers des décisions plus inconscientes. Le fait d'automatiser des décisions, ça nous libère l'esprit finalement. Fait que construire des bonnes habitudes de vie, c'est extrêmement payant pour n'importe qui veut réussir. Éviter les décisions inutiles, automatiser, opérationnaliser, déléguer quand on peut. Il y a des matrices pour ça. Dites non aux rencontres inutiles. C'est difficile pour moi, j'avais vraiment de la difficulté. Avez-vous de la difficulté à ne pas aller aux rencontres? Oui. Pas Franck, non, Franck il est bon. C'est niaiseux, mais je voulais l'écrire parce que j'ai comme l'impression que c'est un fléau. On est tous comme un peu moutons, là, puis il faut s'exprimer. Il y a des gens que je connais, puis ça nécessite une discipline de vie incroyable, là, parce que dire non, c'est dur. Mais j'en connais quelques-uns, Franck, c'est un vrai, je pense, qui est capable de dire j'ai pas d'affaires là, je fous le camp. Mais ça demande d'énergie, ça demande beaucoup de volonté, mais en tout cas, je vous encourage à vous poser la question, parce que ça, c'est une source drainante de votre énergie. Prendre des pauses, ça aussi, ça aurait l'effet de resetter. Juste faire un stretch de 2 heures, se donner 5 minutes de petite marche, boire un verre d'eau, ça a vraiment un effet récupérateur important. Comment augmenter sa batterie d'énergie? Le triangle de l'entraînement, bien manger, dormir. Ça, by the way, ça a l'air trop traditionnel, mais c'est extrêmement important. Puis en plus, ils sont connectés, là. Quand on s'entraîne, on dort mieux. Quand on dort mieux, on mange mieux. Non, ça n'a pas rapport. Mais c'est un triangle interconnecté. Bien manger aussi, oui, c'est ça, je l'ai fait à l'envers. Bien manger, c'est bon pour l'entraînement, on performe mieux. Quand on s'entraîne mieux, on dort mieux. Puis en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est rendu fondamental dans ma routine, puis dans ma journée, c'est prioritaire. Puis comment augmenter sa batterie à volonté? J'ai rien trouvé de scientifique, mais je me suis permis de rajouter une pensée, a piece of wisdom. S'entraîner à faire des choses toujours plus difficiles. Moi, je pense que ça, c'est un outil extrêmement intéressant pour justement faire. En faisant toujours des choses plus difficiles, on est plus capable de tolérer puis de faire des actions qui nécessitent de la volonté. Bref, prenez soin de vous. On va dire que j'avais fini. Merci beaucoup. Je vais commencer, Martin, par te remercier. Je trouve que on est choyé que tu nous aies fait assez confiance pour venir partager ton sujet avec nous. Puis je pense que c'est une belle volonté de prendre soin de la communauté. Donc, c'est très beau. Merci. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Juste approcher un petit peu du micro, Frank, s'il te plaît. Mettez-moi Martin. Encore magnifique, Martin. Merci. Le temps, t'en as pas parlé. Le temps? Le temps. En fait, on vit plus ou moins la même chose, on se connaît depuis longtemps. Moi, pour régler mes problèmes, déjà d'une, j'ai arrêté d'écrire, j'ai acheté un super truc Bluetooth pour marquer mes systèmes à la voix. Des chirurgiens le font, je vois pas pourquoi nous on serait pas. Je suis pas un chirurgien, soit, je suis d'accord, mais ça met du temps. Faire le fait est de mettre du temps à dire fais tes mails au complet à la fin de la semaine, puis arrête de répondre à des micro-mails toute la journée, ok. Mais le temps sur notre capacité d'apprendre. En fait, moi, ça a été mon plus gros piège. Tout le monde me connaît, je suis toujours dipé à faire que si je connais pas jusqu'au fin fond du point du truc, il faudrait même que je vois le fin fond de Madame Sainte Vierge pour voir si Jésus était vraiment vrai. Le fait est, c'est qu'il fallait que je trouve un fin pour le faire. Et pour le faire, c'est le temps. Le seul moyen du temps que j'ai trouvé, c'est que si maintenant ça dépasse plus de 6 mois, j'efface. Je ne l'ai pas entendu à savoir si toi, tu avais trouvé quelque chose qui fait que... Pourquoi ? Parce que comme tu l'as dit, comme tout augmente exponentiel et non plus en multiplication, un truc que j'ai de toute façon mis de côté en début 2023 ou en fin 2021, il ne me sert plus à rien parce que de toute façon, les concepts ont changé. Et c'est de réduire toujours, comme dit François FLR, à des concepts les plus petits pour justement garder à dire...
j'ai pu à m'en faire de savoir que je ne le sais pas, mais je sais les concepts. Donc, quand je vais m'y recoller, je vais essayer évidemment de l'apprendre beaucoup plus rapidement. Ça m'a sauvé tout le reste que tu as dit, évidemment. Mais je n'ai pas entendu parler du temps, donc je souhaite éventuellement t'entendre là-dessus. OK, ben merci. Comment je répondrais bien? D'entrée de jeu, le temps, il va tous à la même vitesse pour chacun. C'est ce qu'on fait avec qui est différent. Je peux être très procrastinateur. J'ai longtemps gaspillé mon temps sur mon téléphone. Moi, ce qui m'a aidé à mieux utiliser mon temps, c'est mes objectifs. Fait que me fixer des objectifs, puis de me faire un plan pour atteindre ces objectifs-là. Après, on dirait que tout le reste s'en va un peu plus naturellement, plus facilement, on va dire. Fait que ça serait mon premier élément de réponse. Puis, ouais, en fait, c'est pas mal ça. Ça serait pas mal ça. Non, mais je sais pas. Je trouve pas autre chose, mais je pense que ça répond. Merci, Franck. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci beaucoup, Martin. Merci.